Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, donc chaîne bourse. Aujourd'hui on va faire l'analyse de AutoZone. AutoZone, business magnifique, entreprise exceptionnelle. Donc là voilà, on est sur l'analyse que j'ai faite sur LinkedIn. On va se mettre plutôt sur les rapports de l'entreprise, notamment voilà, le rapport annuel 2023 qui est sorti en août ou septembre, je sais plus, voilà, en août 2023. AutoZone, donc c'est un business, c'est une entreprise qui va distribuer des pièces automobiles en Amérique du Nord et en Amérique centrale, donc États-Unis principalement et aussi Mexique et Brésil. C'est tout simple en fait, ils vont ouvrir le plus possible de magasins, ils vont avoir une excellente gestion des stocks et après tout l'excédent de cash, il va partir aux actionnaires en rachat d'actions. Ce qui fait que voilà, après sur entreprise, si on regarde le cours de bourse, si on combine, voilà, par exemple, sur les 5 dernières années, l'excellente exécution du groupe et les rachats d'actions, en fait, on a un cours qui est juste exponentiel, en fait. Hein, voilà. C'est un S&P 500 avec un levier x3. Donc, AutoZone, on disait, le but, c'est d'ouvrir le plus de magasins possible. Et voilà, ils font à peu près 90% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Le reste, c'est Mexique et Brésil. À la différence qu'au Mexique et au Brésil, il y a une croissance des ventes qui est bien plus importante. Ils le précisent d'ailleurs dans leur ratio, enfin dans leur présentation. Là, vous voyez par exemple, ils comparent donc, les domestiques same store sales growth et les ventes domestiques internationales, enfin les domestiques versus les internationales. Same store sales, ça veut dire qu'en gros, ils ne vont pas prendre en compte les ouvertures de nouveaux magasins durant l'année fiscale. Donc ça, voilà, ils vont seulement se concentrer sur à base égale. Et en fait, on voit bien que voilà, aux États-Unis, cette année, on a été à 3,4. L'année précédente à 8,4. Et voilà, au Mexique et au Brésil, il y a une croissance qui est bien plus forte. 2017, voilà, de 2019 jusqu'à 2023, on pourrait dire qu'il y a un taux annuel environ entre 10 et 15%, alors qu'aux États-Unis, c'est quand même bien inférieur. On doit plutôt être autour de 6-7 ces dernières années. En plus de ça, donc, la croissance des ventes, on est à 17 milliards sur l'exercice 2023. Quand on regarde historiquement, là voilà, on est sur Morning. Sur les 10 dernières années, on a un taux de croissance des ventes d'environ 7%. Et si on combine ça aux augmentations de marge du groupe, là on va aussi revenir sur Morning, on est passé de 11,3 à 14,5. Ce qui fait qu'en fait vous avez un bénéfice net qui augmente quand même assez fortement. Et en plus de ça, si on combine voilà, les rachats d'actions, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne sur Macro Trends parce que c'est juste exceptionnel. Voilà, si on tape AZO, on tombe directement sur voilà, le compteur, donc Shares Outstanding, donc c'est le compteur d'actions en circulation. Et voilà, et on voit qu'en fait sur les 10 dernières années, là actuellement on est à 18 millions d'actions en circulation. Et si on revient 10 ans auparavant, en fait, on était voilà, à 35 millions. Donc l'entreprise, avec tout ce cash, elle ne verse pas de dividendes, mais en fait, elle balance tout en rachat d'actions. Et donc ça crée de la valeur pour les actionnaires et ça a permis surtout de multiplier le bénéfice par action par deux, sans aucun effort de l'entreprise. Voilà. Question, on va regarder du coup tout ce qui est la dette de l'entreprise. Ouais, voilà. On va aller au bilan. L'entreprise, elle a environ 10-11 milliards de dettes et un free cash flow de 2 milliards. Ici, voilà, free cash flow de 2 milliards et elle rembourse environ 338 millions sur les 3 milliards 6 en bénéfice d'exploitation. C'est-à-dire qu'en gros, elle a des intérêts de couverture de 11. Donc c'est largement suffisant. La dette, voilà, les dettes n'est pas très très importante, mais néanmoins, on voit qu'elle augmente à cause des rachats d'actions en fait. Ce qui a permis de créer, ce qui a permis surtout de racheter sur les années 2021 et 2022 quasiment 10% de la market cap annuellement, donc c'est juste exceptionnel. Mais néanmoins, voilà, la dette reste gérable. L'entreprise n'a pas de cash. L'entreprise n'a pas de cash tout simplement parce qu'en fait, elle a un business qui est de la distribution. Et dans la distribution, la plupart du temps, les entreprises vont payer leurs fournisseurs après, donc à 30 ou 60 jours, donc après que les clients aient payé leurs produits. Ce qui fait que voilà, si on regarde ici le bilan de l'entreprise, on cumule les créances totales, donc 500 millions plus l'inventaire total, ce qui nous fait à peu près 6 milliards 3. Et quand on regarde au contraire, par contre, le passif actuel, qui est de 7 milliards 2, et bien en fait ça vous fait 6 milliards 3 moins 7 milliards 2, un besoin en fonds de roulement qui est négatif.
Et donc en gros, ça veut dire en français que l'entreprise, en fait, elle n'a pas besoin de cash pour financer son activité. Ce qui fait que, on le voit très bien ici, elle a 300 millions de cash pour 17 milliards de chiffre d'affaires. Mais tout simplement, voilà que l'entreprise n'a pas besoin de cash. Et donc tout l'argent qu'elle a, directement, elle le réinvestit en rachat d'actions. Notamment, vous pouvez regarder par exemple ici, voilà, je vais vous mettre en bleu la différence entre le revenu net, donc le bénéfice net et les rachats d'actions. En fait, vous voyez à chaque fois, donc là par exemple en 2023, on a eu 4% d'augmentation du bénéfice net par rapport à quasiment 13 pour le BPA. Là c'est pareil, en 2022, on a eu 12% du bénéfice net d'augmentation et 23 pour le BPA. Voilà, il y a 11% de rachat d'actions, c'est exceptionnel. Et voilà, après vous faites le calcul à chaque année en fait. Tout le temps, vous avez des rachats d'actions qui sont quasiment immenses. Donc voilà, là on a vu tout ce qui est toute la partie finance. On a vu la partie finance. Maintenant, pour regarder la valorisation, donc c'est une entreprise qui a une market cap de 47 milliards. 47 milliards, c'est quand même assez important. Enfin, c'est une large cap quoi. Elle se paye environ 20 fois les bénéfices et 24 fois les free cash flow. Et en moyenne, voilà, sur les 7 dernières années, on va mettre voilà, sur les 7 dernières années, on est environ 18 fois les bénéfices. Donc là, bon, elle se surpaye, mais bon, je ne sais pas si on peut dire surpayer au vu de la qualité de l'entreprise, comme on l'a vu. Et les free cash flow, eux, en sont en moyenne de 18 fois. Voilà, elle se paye environ 18-20 fois. Là, on a eu une très forte augmentation parce qu'en fait, en 2020 et 2021, on a eu des années exceptionnelles à cause du Covid, ce qui a fait exploser les free cash flow, à tel point en fait que le free cash flow est devenu supérieur au bénéfice net. Et donc là, forcément, entre 2021 et 2023, non seulement le prix de l'action a augmenté, mais les free cash flow ont baissé. Ce qui fait que voilà, la valorisation, elle monte, mais 23 fois, ça reste quand même raisonnable. De toute façon, ça reste quand même assez temporaire, vu que c'est uniquement le BFR qui a augmenté, enfin, qui a impacté les free cash flow. C'est pas du tout les capex. Donc ça reste temporaire. Donc voilà, je vais vous montrer le rapport annuel. Donc là, on le voit bien, hein, l'entreprise, elle a 20% de croissance annuelle de ses bénéfices par action sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est juste exceptionnel. C'est assez rare d'ailleurs qu'on voit des entreprises qui se valorisent à 20 fois les bénéfices, 15-20 fois les bénéfices environ, et qui ont des taux de croissance aussi importants. On a un ROIC, donc ROIC c'est le retour sur capitaux investis avant les taxes et les intérêts financiers. Là on est à 55% sur l'exercice 2023 et on voit que continuellement l'entreprise arrive à augmenter ses retours sur capitaux investis. Alors peut-être que 2023 c'est une année exceptionnelle, mais néanmoins voilà, on a une dynamique qui est claire et très nette. C'est que l'entreprise a des retours sur capitaux investis hyper importants. Donc là vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais voilà, l'entreprise, le cours de bourse de l'action a été multiplié par 29 depuis 2003, alors que le S&P 500 lui a juste fait x4. Donc juste, bon ça reste quand même une performance très importante, hein, mais voilà. Donc à long terme, l'entreprise surperforme les marchés financiers. Là, on est sur Guru Focus. On va regarder un peu tout ce qui va être marge. Donc là, on est à 52% de marge brute, 20% de marge opérationnelle et 14% de marge nette. Le ROE, il est pas exploitable en fait, vu que les bénéfices, eux, sont positifs, mais les capitaux propres vont être négatifs à cause, si vous voulez, des rachats d'actions, les rachats d'actions qui vont impacter négativement les actions de trésorerie. Et en plus de ça, si on cumule à ça la dette qui a été utilisée pour racheter plus d'actions que ce que le permettaient les bénéfices, vont faire que l'entreprise a des bénéfices non distribués négatifs. Et donc voilà, si on cumule les deux, le ROE n'est pas du tout exploitable car les capitaux propres sont négatifs. Néanmoins, voilà, on a un ROA de 16% et un ROIC de 30%. Donc là, ils prennent une donnée qui n'est pas ajustée. Donc moi je préfère quand même prendre la donnée de AutoZone, mais dans tous les cas, et on va le voir par la suite, vous avez 30% de retour sur capitaux investis, et le plus important c'est de le comparer par rapport au coût du capital, donc le WACC, et on voit que en fait, le coût du capital est bien inférieur au retour sur capitaux investis, ce qui signifie que voilà, l'entreprise en fait investit, mais gagne de l'argent après sur cet investissement-là. La dette, voilà, pareil, 10 milliards, et donc l'entreprise a très très peu de cash. En dehors donc des ratios financiers et des ratios de valorisation, je vous ai préparé aussi un DCF. Voilà, j'ai pris donc un coût du capital de 6,39%. Là, vous avez les explications juste en haut.
Si on prend un taux de croissance de 10%, donc qui est plutôt une hypothèse optimiste, on va obtenir un prix de l'action de 3129 $, ce qui représente plus ou moins un upside de 15 à 20%. Et si on prend un taux de croissance plus raisonnable et qui est aligné avec les performances des 10 dernières années de 7%, on obtient un prix de 2678 $, ce qui est globalement en ligne avec voilà, le prix actuel. On est à quelques pourcents près. Ce qui veut dire que voilà, l'action n'est pas du tout survalorisée. Elle peut paraître chère, mais voilà, ça n'a rien à voir. L'entreprise n'est pas du tout survalorisée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas survalorisée malgré ses qualités exceptionnelles? On le répète, un ROIC de 55 pardon, une croissance des bénéfices par action de 20% en moyenne. Voilà, bon, on peut tabler peut-être sur un 15% dans le futur, mais 20% ces 10 dernières années. C'est tout simplement en fait à cause de la menace, si je puis dire, des véhicules électriques. Le marché en fait s'attend à une décroissance des revenus d'AutoZone à cause des véhicules électriques. Si on tape electrical dans le rapport annuel, normalement on devrait tomber sur il devrait en parler. Voilà, donc ici, ils le disent en fait. Eux, en fait, ils savent pas trop ils savent l'impact qu'aura les véhicules électriques, mais ils ne sauraient pas vraiment le quantifier, donc ils le disent. Des remplacements de pièces automobiles moins fréquents, et donc en fait diminuer les ventes. Néanmoins, quand on regarde du côté des analyses d'industrie, donc tout ce qui va être market outlook, là on tombe plutôt sur du 3% 3 de 2022 à 2028. Ça va plutôt être une analyse, un chiffre conservateur, parce que AutoZone prévoit en fait de croître à long terme de 3, 4, 5% par an. Et en prenant en compte d'ailleurs la menace des véhicules électriques qui font que voilà, vous aurez moins de pièces à changer. Donc le marché surestime ce risque-là. Et le plus important, c'est que AutoZone, si vous voulez, a une croissance positive de son bénéfice par action depuis plus de 20 ans, et cela constamment année après année. Ce qui fait que non seulement vous avez une croissance de 15 à 20% de son bénéfice par action en moyenne, mais en plus de ça, vous avez une volatilité du bénéfice par action qui est juste ridicule. Et c'est pareil pour le chiffre d'affaires. Donc leur stratégie, en fait, comment AutoZone arrive à surperformer le marché année après année, c'est tout simple. Ils arrivent donc à ouvrir de nouveaux magasins année après année et principalement dans des zones dynamiques, donc notamment le Mexique et le Brésil. Bon, le Brésil pour l'instant, ils ne sont pas assez rentables, mais voilà, à l'avenir, avec les augmentations des marges, ils devraient réussir à passer ce cap de la rentabilité en plus et par la suite donc de délivrer du bénéfice. Ensuite, ils ouvrent aussi des entrepôts et des méga entrepôts pour fluidifier le transport des pièces aux États-Unis. En fait, ils essaient de créer un maillage qui permet ensuite déjà d'acheter beaucoup plus de pièces que leurs concurrents de petite taille. Donc il y a des avantages de coût d'échelle, donc des marges opérationnelles plus importantes. Et en plus de ça, le fait d'avoir un maillage, ça permet de fluidifier le transport des pièces et donc de servir plus de clients à la fois. Et en plus de ça, voilà, vous avez des rachats d'actions, une excellente gestion des stocks qui permet au groupe de délivrer des cash flows importants et de pouvoir racheter des actions constamment année après année. Et donc ce qui fait que pour une valorisation très attrayante, vous avez un titre qui a un cours de bourse voilà, exponentiel à long terme et le plus important, ça, c'est une volatilité qui est vraiment super faible. Voilà, donc c'était tout pour l'analyse de AutoZone. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!